Alors, je vais déjà vous donner la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pot de l'amitié à la fin, ça vous le savez. Les caisses de whisky du capitaine Haddock n'ont pas été livrées. Ah ben, donc, voilà. Il n'y a pas de vin chaud non plus, je veux dire. Voilà. C'est cette page là. On a un tintinophile, donc là, on en est à cette étape-là. Là, on voit les têtes. Donc on va bientôt arriver à celle-là. Non, pas encore. On peut régresser, là. C'est pas... Je ne sais pas pourquoi ça marche. Je n'arrive pas à compliquer, je n'arrive pas à aller plus loin que ça, pour une raison que je ne comprends pas. Donc, je ne peux pas faire plus pour le moment. Troisième essai raté. Ça marche. Donc, autant commencer. Oui. Autant y aller. Tout ça filme. Ça filme, là, ça tourne. Filme. Oui. Tu veux faire la présentation du fait de... Le petit mot d'accueil. Voilà, bon, ben, vous me connaissez, c'est moi qui ai scanné votre scan. Enfin, vous connaissez le scan. Il y a une personne que je n'ai pas pu scanner. Quelqu'un que je n'ai pas scanné. Vous avez votre passe. Hein. On dit que c'est bon. Non? Oui. C'est la place. Vous l'avez? C'est les confirmés, c'est surtout ça, c'est pas mis. Bon, ben, je vais vous contrôler après alors. Donc, bienvenue ce soir. Voilà, mais comme je suis tout seul, il faut que je fasse beaucoup de choses. Enfin, ça, c'est mon habitude. Bonsoir. Donc, vous assistez donc, ce soir à une conférence qui n'est pas vraiment une conférence, qui est une discussion tintinophilique qui aurait normalement dû se passer il y a quelques mois. 20 mois. Hein, c'était prévu, je crois, en mars 2020. C'est ça? Vous voyez, je suis dans ces eaux-là. On devait faire ça à Amiens, puisque l'Agence régionale de la langue picarde qui organise ce moment, tous les ans, organise un cycle de conférences, et c'était sur le thème de la traduction. Vous savez ce qui s'est passé? Donc tout a été reculé. On a pensé en faire juste un enregistrement à un moment. On avait envisagé de faire ça, de le faire sans public, devant une caméra. Et puis on a quand même attendu. Et on a réussi à fixer cette date, et on s'est dit on va plutôt la faire à Abbeville qu'à Amiens, pour quand même qu'il y ait un peu de public présent. Et puis si on doit annuler comme ça, les conférenciers ont moins de route à faire pour repartir chez eux. Donc ce soir, on a vraiment le plaisir d'accueillir des gens très patients, très pugnaces, qui ont fait beaucoup d'efforts, même si la conférence était prête depuis longtemps. Donc Hervé Ducroquet, je ne sais pas si vous êtes présent, ancien directeur de l'hôpital d'Abbeville, et tintinophile. Alors, surtout tintinophile, voilà, tintinophile c'est un mot que j'ai appris depuis peu. Et Jean-Luc Vigneux, j'écarte bien pour qu'on puisse l'admirer. Donc, professionnel de santé, voilà, aussi, parce que le lien se fait. C'est mon chef. Et spécialiste de littérature picarde, rédacteur en chef de Chancheron, fondateur aussi de Chancheron, enfin un CV assez important en picard, faut dire ce qui est. Voilà. Et puis aussi traducteur, accessoirement, de plusieurs bandes dessinées, dont Tintin, dont il va être question ce soir, mais il a également traduit Astérix, 3 Astérix, enfin il était un des traducteurs, on va dire, co-traducteur de Astérix, et co-traducteur du Petit Nicolas également, et puis de beaucoup de traductions qui restent inédites. Le loup chez les autres. Voilà, le loup chez, voilà, un imagier également, voilà, donc beaucoup de choses, plus beaucoup de traductions inédites aussi. Donc, je ne vais pas la faire beaucoup plus longue, donc je les remercie encore une fois. Je remercie la mairie d'Abbeville qui nous a prêté cette salle, pour qu'on puisse faire ce soir enfin cette réunion. Je vous remercie d'être venu aussi. Et puis je crois que j'ai remercié tout le monde. Donc à toi. Donc la conférence sera enregistrée. Elle ne sera pas diffusée en direct sur Internet, mais vous allez avoir quand même une présentation PowerPoint. Voilà. Et donc on la mettra sur Internet, et bien après coup, on transférera
sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc la parole à M. Ducrot, si j'ai bien compris. Merci. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance, si on peut avoir la diapo 1, qui nous montre le fameux album Tintin traduit par Jean-Luc Vigneux. Ça, je peux faire. Et Jacques, pour associer Jacques aussi. Et Jacques Dutphy, qui n'est pas là, il n'a pas pu venir ce soir. Il est là. Je ne l'avais pas vu. Il se cache. Pardon. Et alors, pour attaquer d'emblée Jean-Luc Vigneux, j'ai envie de vous lancer à la tête une injure du capitaine Haddock, son injure préférée, Bachi Bouzouk. Hein, parce que si vous avez traduit Tintin en Picard, c'est grâce à Astérix. C'est grâce à Astérix. Alors, bon, vous allez développer après, mais vous savez, Hergé, il a toujours été très sensible au marketing de ses albums. Avant-guerre, il avait même l'habitude d'aller dans les librairies pour voir s'ils avaient ces albums, s'ils étaient bien présentés, bien exposés dans les magasins. Et puis après, dans les années 50, quand il a commencé, quand on a commencé à sortir des albums de Black et Mortimer, il a pu dire, pardon, à l'éditeur Raymond Leblanc, qui était aussi l'éditeur du journal de Tintin, qu'un album de Black et Mortimer, ben, ça serait un album de Tintin qui ne vendrait pas. Et plus tard, dans les années 60, l'essor et le succès d'Astérix, ça le faisait un peu, ça le défrisait un peu. Alors, donc, racontez-nous comment le Bachi Bouzouk que vous êtes en est venu à traduire Tintin grâce à Astérix. Bon, alors l'histoire va être longue. C'est en partie vrai, mais c'est en partie vrai. En fait, bon, je vous ai présenté les albums. En 1980 est publiée la première traduction en Picard d'un album de Tintin. Astérix, il faudra quand même entendre 25 ans. Donc, à tourner les bijoux de la Castafiore qui deviennent les Pinderlots de la Castafiore, qu'on trouve partout en Picardie très rapidement. Moi, je l'ai acheté en novembre 80 à la librairie Martel à Amiens. Et c'est un événement. C'est un événement dans le panorama de la littérature picarde contemporaine. C'est un événement dans la bande dessinée. C'est un événement chez Tintin. Il n'y a jamais eu avant de traduction hors langues officielles là, dans les pays où c'est diffusé. Il n'y a pas eu de traduction d'Astérix, il n'y a pas eu de traduction du Spirou, en wallon peut-être, de Spirou, il y a peut-être eu, je sais pas, le Vieux Bleu, peut-être un truc comme ça. Bon, enfin, toujours est-il que c'est un événement. Et pour le relier à l'actualité d'aujourd'hui, vraiment pour fermer une parenthèse aussi vite que je l'aurais ouvert, c'est ce livre-là que Jacques Darras a mis sous son bras, droit ou gauche, en ayant sous l'autre bras 5 à 700 signatures de pétitionnaires enseignants du département de la Somme pour aller faire reconnaître la langue picarde en 1982 au ministère de la Culture et au ministère de l'Éducation nationale à Paris. Et donc c'est en disant, mais voyez, Picard existe la bande dessinée Tintin parle Picard. Même si c'était le Picard de Tournai, vu de Paris, ça se touche à peu près. Et donc, ça a été un événement. Cet événement-là a été vécu très positivement dans tout le domaine linguistique, bien que ce ne soit pas le Picard d'ici. Ici, on ne dirait pas les Pinderléos de Castafiore, je ne sais pas, Derloc, éventuellement, si on voulait garder la même signification. Un jour, pour parler d'Astérix, j'étais seul à la maison, le téléphone sonne, et un personnage me dit, voilà, il se présente, ça ne me disait rien du tout. Voilà, il y a un petit personnage qui aimerait bien parler votre langue, et
on m'a dit de m'adresser à vous, je vous appelle depuis l'UTES, donc les éditions Albert René s'intéressent aux langues régionales et on a un projet dans l'année qui vient. Je vous la fais le plus bref possible. Je vous coupe 5 minutes, 2 minutes, parce que j'ai oublié de faire avancer le diaporama. Alors là tout à l'heure, Olivier a dit qu'on avait préparé cet entretien en mars 2020, et puis pour mettre tout le monde dans l'ambiance, j'avais voulu mettre cet extrait de Philippe Juge, le prophète, qui effectivement nous plonge dans l'ambiance actuelle. Diapo suivante. Donc il se trouvait que c'était Bernard Boyer de Choisy, le beau-fils d'Albert Uderzo, qui venait de m'appeler, qui m'avait parlé des éditions Albert René, et tout ça, c'était étranger à ma culture, à ma connaissance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raccroché le téléphone et je l'ai décroché aussitôt, j'ai appelé Jacques. Puis je lui ai dit, tu connais les éditions Albert René? Et Jacques, c'est Jacques qui m'a appris à lire la bande dessinée. Dans mon enfance, j'ai lu un Lucky Luke, j'ai lu un Astérix et un Tintin chez les Indiens. C'est tout ce que j'avais lu dans mon enfance. C'était pas interdit, mais c'était comme ça. Et donc Jacques me dit, bah oui, Albert René, c'est la boîte qui a été fondée quand Goscinny est décédé, c'est Albert Uderzo, René Goscinny, ils ont appelé leur boîte comme ça après le décès de Goscinny pour continuer les histoires. Le premier album, c'était Le Grand Fossé, il me raconte l'histoire de la bande dessinée française depuis 1977. Et je dis, écoute, ils viennent d'appeler. C'est quoi cette connerie? Parce que généralement on parle comme ça. Et je dis non, écoute, j'ai jamais entendu parler, je ne peux pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Et je dis, il y a un gars qui vient d'appeler, et donc là aussi pour accélérer, il nous propose de traduire un album d'Astérix. Donc c'était à une époque où nos cœurs étaient moins émotifs qu'aujourd'hui, donc ça s'est bien passé. Ceci dit, Jacques, j'insiste, parce que beaucoup plus que moi, il rêvait qu'il y ait un jour Astérix parle Picard, il rêvait que Tintin parle Picard, parce qu'il y avait Tintin et les Picaros qui l'avaient beaucoup déçu, rien que par le titre, parce que ça commençait bien, mais ça finissait par un os, c'est le cas de dire. Et donc, nous nous sommes rapprochés des éditions, et un an plus tard, Astérix, il rentre à l'école, venait le jour. Mais pourquoi Bernard Boyer m'a appelé? Parce que le traducteur belge des albums, Bruno Delmotte, qui est un ami, on a le même âge, de surcroît, on se connaît depuis très très longtemps, avait dit, mais non, il avait été contacté à tourner, ils avaient contacté tourner les Astérix, et ils avaient dit, il y a eu un album, on voudrait le traduire aussi en Picard, parce que vu de Paris, le Picard c'est une seule chose, il n'y a pas trop de variantes. Et puis Bruno Delmotte, très sympathiquement, a dit, mais attendez, Astérix c'est un Français, il faut qu'il parle le Picard de France, je vais vous donner le numéro de téléphone d'un ami. Et c'est donc par ces truchements qu'on en est arrivé là, et on en est arrivé à Cahier d'Étoiles un petit peu plus tard, parce que Bruno, donc lui, a continué à traduire Tintin, ce qui est une bonne chose. Bruno a, en fait, au départ de la traduction de ce Tintin-là, le traducteur pressenti, le premier, c'était Jean-Pierre Hennebeau. Et puis, celui qui l'a réalisé, c'est Lucien Jardet. Je ne sais pas pour quelle raison. Ils sont maintenant tous les deux décédés, mais Jean-Pierre Hennebeau, que j'ai bien connu, alors que je n'ai jamais rencontré Lucien Jardet, avait fait préparer plusieurs traductions de plusieurs albums de Tintin, puis ça ne s'est pas fait avec lui. Et donc, après, Bruno s'est retrouvé un petit peu en charge de cette traduction tournaisienne. Il a fait ces deux traductions, et un autre personnage va rentrer en scène, même lui, ça tombe bien, il est là, c'est Olivier Angelard, au tournant des années 2000-2005. Il me dit, écoute, tu t'y connais bien en BD, oui, bon. BD en Picard, oui, un petit peu. J'en avais quand même une petite collection d'albums qui étaient parus, Le Poge avec Carpentier-Covin, des choses comme ça, traduites en Picard, L'année de la bière, la tournée des Grands-Ducs, tout ça, ça a été traduit. Et puis, donc, je connaissais bien ça, je connaissais la BD originale en Picard. Et donc, Olivier me propose de faire une exposition et puis
série de conférences, lectures sur la bande dessinée en picard. Ce que je me suis prêté à faire. Avec Delphine, on a fait comme ça quelques dates dans la région Picardie. Et Bruno, quand il sort ses albums, il me dit, écoute, ta conférence sur le Picard et la BD, tu pourrais venir la faire après la séance de dédicace. On aura une petite salle en bas de la Maison de la Culture de Tournai, et puis il y aura quelques amis qui seront là, puis peut-être du public. Je vais être très sincère, ils étaient moins nombreux que vous aujourd'hui, hein, donc vous voyez, c'était pas la foule des grands gens. Et à ce moment-là, il y avait peut-être un deuxième Astérix, diapo suivante, en route, voilà. Presque. Presque, c'est juste la limite, je crois pas. Je crois qu'il était... Juste après. C'est juste après. Et donc, je suis dans cette salle, je fais la conférence, voilà, avec des diapos aussi. Je parle de la BD, et parmi le public, il y avait quelqu'un que si j'en avais entendu parler, j'avais complètement oublié, c'est Étienne Paulet. Diapo suivant. C'est le bouquin qu'a fait Étienne Paulet. D'accord. Sur l'île Noire. Parce que l'île Noire, c'est un des albums où il y a eu en fait 3 versions successives. Une version noir et blanc, comme tous les albums d'avant-guerre, une version couleur en 1943, et puis une troisième version, deuxième version couleur, en 1965. Et donc il a fait un album commenté par Étienne Paulet, donc c'est un des seuls bouquins tintinophiles où il y a le nom d'Étienne Paulet. Étienne Paulet, c'est un Tournaisien, passionné de Picard, descendant des Casterman par sa mère, c'est pour ça qu'il ne s'appelle pas Casterman, mais un peu de choses près, et qui est en fait la cheville ouvrière, le relais entre l'édition, où il travaille, et les traductions. C'est lui qui a eu l'idée de faire cet album en 1979, qui est paru en 1980, pour honorer les 200 ans de la maison Casterman. Et c'est lui qui va rencontrer Bruno Delmotte pour ces 2 albums-là. Et il est dans la salle, et il vient me voir, après on discute un petit peu, et puis il se présente, et puis il me dit, oh ça va, je ne sais plus la conversation exacte, hein, mais bon, les Tournaisiens ont été bien servis, la prochaine fois qu'il y aura un Tintin en Picard, ça sera dans le sud. Je dis, banco, banco, chiche, enfin un truc de ce goût-là, et puis très sympathique, un monsieur adorable, vraiment très très sympathique, voilà, sans distance. Et puis, je dis oui, je suis d'Abbeville, il me dit mais je connais très bien Abbeville, je vais manger à Épagnette quand je vais à la pêche dans les marais de la Somme entre Long et Abbeville. Et en fait, il vient manger en face de chez moi, quoi. En clair, ça donne ça, il connaît la Picardière, quoi. Et il connaît la baie de Somme, il a des amis par ici, quand il vient de tourner, il prend ses copains dans le Pas-de-Calais pour venir à la pêche, il connaît la région, et je dis voilà, écoutez, moi, on a traduit, comme je viens de le dire dans la conférence Astérix, avec Jacques, je dis nous, je suis certain, je dis je vais pas demander l'autorisation à Jacques, je suis certain qu'on est partants tous les deux pour faire un album, il dit trouvez un partenaire, et puis banco, vous choisissez un album, celui que vous voulez, on se rencontre. Et donc, les semaines, on est au printemps, au mois de mai par là, quelques semaines passent, et c'est dans le courant de l'été que les ventes du premier Astérix qui ont dépassé l'entendement et la raison, pour vous donner deux comparaisons, et qui n'ont pas d'ordre de valeur culturelle, mais simplement pour dire des fois des phénomènes éditoriaux. L'album des Pinderlots a été vendu donc depuis 1980, ça fait quand même maintenant 40 ans, en gros à 80-90 000 exemplaires sur 40 ans. Celui-là, il a été vendu à 90 000 exemplaires en 6 mois et à 120 000 en tout en un an de temps. C'est-à-dire qu'il s'en est vendu autant entre Lille et Beauvais sur un an qu'il s'en était vendu l'année précédente du même album en français. C'est impressionnant. Là, il y a un moment, on a dit, on est tombé dans un tourbillon. Faut pas s'inquiéter, le soufflet va retomber à un moment ou à un autre, parce qu'on faisait des séances de dédicaces partout. C'était effrayant. Mais je suis pas là pour parler d'Astérix, mais c'est pour dire qu'on était là. Non. Mais l'éditeur nous avait dit, si ça se vend bien, on en fera un deuxième. Et ils ont tenu parole en faisant celui qu'on a choisi,
alors que celui-là n'avait pas choisi le titre, donc celui qui est devenu Village Copain 2. Et donc on s'est retrouvés, Jacques et moi, à traduire simultanément Tintin avec Milou et Astérix avec Idéfix. Sachant qu'avec Astérix, on avait un pare-feu qui était Alain Dawson, qui est le troisième co-traducteur, tandis que sur Tintin, on est les deux seuls. Et donc on avait Milou sur la jambe gauche et Idéfix sur la jambe droite. Ou le contraire. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'il y a l'acteur qui fait la voix en français de Tintin dans le film de Spielberg. Il a fait aussi la voix d'Idéfix dans un des derniers films d'Astérix. Alors on va attaquer sur le choix de l'album, parce que là, une fois que le principe était acquis, il fallait choisir un album. Alors, je crois que diapo suivante, vous avez hésité, vous m'avez dit, entre le Congo, diapo suivante, les Picaros, diapo suivante, l'aventure lunaire, et puis finalement, diapo suivante, vous êtes arrivé à l'étoile mystérieuse. Alors, est-ce que c'était uniquement pour l'histoire, pour les images qu'on pouvait y trouver dans ces différents albums, le langage aussi peut-être, parce que j'y ai repensé, j'ai dit, mais comment est-ce qu'ils auraient fait s'ils avaient choisi le Congo pour traduire ce qu'on appelait autrefois le langage petit nègre des Africains en picard? Ça n'aurait pas été évident. Puis les picaros, ça n'aurait pas été évident non plus. Parce qu'il y a des Arombaya, des Indiens d'Amérique du Sud, qui parlent Arombaya. Et l'Arombaya, en fait, c'est du bruxellois. Donc pour traduire de l'Arombaya en picard, ça aurait été peut-être encore une difficulté supplémentaire. Alors pourquoi avez-vous choisi l'étoile mystérieuse finalement? Alors en fait, on a, tous les deux Jacques, on a commencé par éliminer ce qu'on ne ferait pas. Donc on a dit, on ne va pas faire ce qui a déjà été fait, donc on ne fera pas les Pinderlots de Castafiore, et on ne fera pas la licorne et Rackham le Rouge. Donc déjà, ça a éliminé ça. Alors l'intérêt, celui-là, c'est celui qui est traduit dans le plus de langues régionales ou en espéranto. Et donc, pourquoi? Parce que c'est un huis clos. Et donc, on peut situer le château ici ou là, et à partir de là, le langage évolue. Sur les voyages à l'étranger, style Tintin au Congo, tout ça, on a vite éliminé, pour les raisons que vous avez dit. Personnellement, moi, j'étais parti sur la conquête lunaire, parce que je suis un enfant de la conquête spatiale, comme tous ceux qui sont nés à la fin des années 50, j'ai vu les fusées Saturne V, voilà. Et donc, et le Spoutnik et tout, quoi. Et donc, bon, c'est mon truc un peu technologique. Jacques, c'était pas le sien. Non, c'est compliqué. Et puis, il y avait un problème, c'est qu'on était sur 2 albums. Parce qu'il faudra qu'on parle de la question de budget si ça fait partie des questions, mais là ça doublait le budget. Et là c'est l'air de rien, doubler de 25 000 euros, ce qu'on arrive à 50 000, quand on va voir le banquier, ça se passe pas pareil. Bon, donc ça posait donc ce double problème-là. On avait pressenti, et ça s'est avéré tout à fait faisable, comme partenaire le SMACOPI, qui est devenu le syndicat d'aménagement Grand Littoral, qui était à l'époque le syndicat mixte d'aménagement de la côte Picarde, qui était à l'époque présidé par Jérôme Bignon. On y connaissait une attachée culturelle, Sabrina Dumont, qui y travaillait. Et donc on avait dit avec Sabrina, bah, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, peut-être, il faut que je demande, ce qui était bien normal, je n'étais pas là pour décider. Et donc on se voyait en collaboration avec le SMACOPI. Et qui dit SMACOPI dit regarder vers la mer, regarder vers le littoral, le Marcanterre, les falaises d'Olt. Et donc on se dit il faut aller vers la mer. Et donc l'île Noire, enfin les voyages sur l'eau pouvaient correspondre au partenariat avec le SMACOPI. De surcroît, Jacques, qui a une connaissance tintinophile supérieure à la mienne, je ne sais pas si elle est inférieure à la vôtre, mais en tout cas elle est bien supérieure à la mienne, me dit, en plus il y a quelque chose d'intéressant dans cet album de l'Étoile mystérieuse, c'est que c'est la première fois que Tintin rencontre Haddock. Et donc au début il est à jeun et à la fin il finit en il est repenti
au début. Oui, c'est le deuxième album. C'est le deuxième? Ah oui, c'est le deuxième. Ah bon, alors, je ne suis pas un tintinophile. Non. C'est la preuve en image. Avant, c'est dans le crapaud pince d'or qui se rencontrent. Ah, c'est dans le crabe à pince d'or, Ah, c'est ouais. un style. Bon, bah, enfin, en tout cas, moi, j'avais retenu cet aspect anecdotique. Bon, il fallait qu'il y ait un doc, parce qu'il fallait qu'il y ait des bachibouzouk, il fallait qu'il y ait des jurons. Le picard n'est pas une langue de jurons, mais c'est une langue qui aime être truculente, c'est la langue aussi de la fleur. Il fallait qu'il y ait un doc. Donc, en éliminant tout ce qu'on ne pouvait pas faire, on n'allait pas faire l'alphar non plus, voilà. Donc on allait rester dans quelque chose. Et il y a quelque chose qui fonctionne dans cet album-là, visuellement, c'est le champignon. Voilà, c'est le champignon. Je veux dire, du blanc, du rouge, ça marque. D'ailleurs, les petits autocollants que fait Casterman sont blancs et rouges. Et le champignon, si on n'a pas la fusée de Tintin dans la tête, ce qui doit être assez rare quand même, on a le champignon. Et tout le monde... donc ça fonctionnait bien. Et de surcroît, au final, l'album est un quasi huis clos. Au moins, c'est un huis clos sur la mer. Dans les 2/3 de l'album, on est sur un bateau, on est dans l'hydravion du bateau, on est donc dans un univers où éventuellement on communique par radio, mais ça reste quand même assez mesuré. On n'est pas en train d'écouter des chants sud-américains ou bien d'Afrique centrale, quoi. Donc ça nous correspondait bien. Mais on va y venir au fur et à mesure. On a découvert là-dedans qu'on avait fait le meilleur choix qu'on pourrait faire. Il y a un tas d'astuces qui se raccrochaient à des situations picardes de chez nous, qui nous ont fait prendre énormément de plaisir dans la traduction. Alors ce travail de traduction, vous n'avez pas fait tout seul. Diapo suivant. Non. Non, il faut... oui, je me suis trompé là. C'est la précédente peut-être. Non. Diapo suivante, on reviendra après. Non. Revenez en arrière. C'est mon voyage. Revenez en arrière, oui. Ouais, c'était avant. Et avant? Ouais, avant. Non, là, t'es après. Avant. Ouais, remonte. On l'a passé la photo, là. Voilà. D'accord, oui. Donc, cet album, vous n'avez pas fait tout seul. C'est la traduction. Non, on l'a vraiment fait. Alors, la technique, bon, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu récemment. On avait Jacques... C'était normal que j'en parle. Bien sûr. Jacques et moi, avec Alain Dawson, mais Jacques et moi, on a nos habitudes d'écriture, de collaboration, de camaraderie, de complicité, dans plein de domaines qui existaient depuis la fin des années 70. Donc voilà, on n'a pas appris à se connaître autour de Tintin. Mais on avait donc une méthode de travail acquise grâce à la traduction d'Astérix, puisqu'il y en avait une. C'est-à-dire qu'on avait à la fois les impératifs d'une BD à traduire, qui sont très nombreux, je vais les détailler. On avait l'outil, l'ordinateur, et on avait une méthode. Et je vais commencer par la fin. La méthode, c'est Jacques a fait sa traduction tout seul chez lui, Jean-Luc a fait sa traduction tout seul chez lui. Et après, on s'est retrouvés tous les deux devant l'ordinateur et on a choisi soit la bulle de l'un, soit la bulle de l'autre, ça n'a pas été fréquent, soit la bulle évidente qui était celle de chacun, on avait mis exactement les mêmes mots dans le même ordre, dans la même bulle, donc ça c'était génial parce qu'on ne peut pas le dire autrement, soit une manière de trouver la solution à deux, ensemble, à l'oral, à partir de nos deux brouillons en fin de compte, et qui ont fait le travail final, mais à l'oral. C'est-à-dire que la méthode, c'est de ne pas être seul. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous faites pareil, mais que le matin, devant ma glace, je me dis « Oh, mais que je suis beau !» Bah oui, forcément, je suis beau, je suis tout seul à me juger. Non, là, on s'est toujours jugé. Il n'y a aucun jugement, on s'est toujours accompagné, il y a eu de l'émulation, il y a eu du rire, il n'y a pas eu d'énervement, on n'avait pas besoin de s'envoyer de jurons. Genre, on était vraiment dans une certaine volonté parce qu'on avait cette méthode. Et donc, la technique, par elle-même, ça va consister donc à mettre
page temps, telle bulle, telle tout ça. Voilà, donc tout ça, on avait ce découpage des albums, et les albums de Tintin, bah, j'ai beaucoup appris avec ça, c'est que Jacques m'a montré, m'a dit, tu vois, ça paraissait de demi-page par demi-page, toutes les semaines ou tous les 15 jours, et avec un petit gars qui fait qu'on attend la fin, la semaine suivante pour avoir la solution, pourquoi est-ce que le champignon va grossir et il va finir par éclater, etc. Enfin, c'est comme ça dans tout l'album, toute la construction par Hergé est comme ça. Et les contraintes de départ, bah, la contrainte, elle est multiple. Grand A, on ne touche pas au dessin. Nulle part. Aucun dessinateur, vivant ou décédé, va dire, vous touchez à mon dessin, ou alors il va le solliciter. Donc on ne touche pas à l'œuvre d'Hergé. Grand A. Donc on ne traduit que le texte. Grand 2, on ne traduit que le texte qui est imprimé en Picard. Tous les imprimeurs de bande dessinée passent le rouge, le bleu, le jaune, le vert à l'impression, et ils gardent le noir pour la traduction, enfin la version originale si elle est en français, puis la traduction en anglais, en allemand, en espagnol, et en Picard, en espéranto ou en congolais. Voilà. C'est une contrainte. Donc si quelque chose dans le dessin est traduit, je vais prendre cet album-là parce que là, ça va se voir. Astérix, c'est écrit en rouge, c'est pour qu'on ne change pas le nom d'Astérix. Astérix restera toujours en rouge, et donc restera toujours Astérix. Là, il y a un peu plus de risques qui peuvent être pris, si on veut bien, et ne serait-ce que sur la couverture. Mais on ne traduit que ce qui est en noir. C'est-à-dire que, par exemple, ici, bon là, on n'a pas de texte, c'est bleu. S'il y avait du texte, comme là, c'est bleu, c'est pas traduit, c'est resté en français à l'intérieur. Il n'y a que dans le 3e album qu'on a réussi à leur faire céder cette possibilité-là chez Astérix. Donc, c'est ça. Autre contrainte, c'est qu'on va avoir une place limitée. On a l'habitude de dire, ce qui n'est pas toujours vrai, mais ce qui n'est pas toujours faux non plus, le Picard est plus bavard que le français en nombre de caractères, espace compris. Genre là, on est vraiment dans de la technique, machin truc. Donc, s'il y a 125 caractères, espace compris dans une bulle, en Picard, on va peut-être pouvoir en mettre 128, mais on ne pourra pas en mettre 150. Donc, on sait qu'on va avoir cet espace contraint. Donc, on travaille là-dessus et on ne triche pas. Et on ne triche pas ni sur le propos Berger, ni sur la langue picarde qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus tricher avec le picard. Si le picard... par exemple, en français, on a un article, les articles définis sont contractés. On peut aller au docteur, pourquoi je dis ça, donc ça se dit pas en français, on doit aller chez le docteur, mais on va au jardin. En français, on va au jardin, en picard, c'est on va à le jardin, on va à Jardin. Et donc, voilà, et au pluriel, c'est Hachepem. Varpeya, Mela, Cheglen, ils ont produit un nuit. Et donc, on va voir aux poules, va voir les poules. Donc, on a plus de mots à ce moment-là. Ou alors, on va avoir une image, et en particulier dans les jurons, on ne les a pas traduits mot à mot, mais dans des expressions, on va voir, en picard, il est grand comme un dépin de dents de en français aussi, il est bête comme ses pieds. Mais donc, c'est des choses comme ça, donc ça va prendre plus de place a priori. Donc il a fallu tout travailler de manière à ce que ça rentre dans les bulles, dans les cases, dans les didascalies, c'est-à-dire les parties qui ne sont pas dans les bulles. Et il a fallu aussi qu'on soit sincère avec l'œuvre et avec le picard. Et en plus de ça, on sait qu'il y a des choses qui sont du texte dans le dessin, des onomatopées, des choses comme ça. Et là, le travail qu'on avait fait avec Astérix nous a permis de nous affranchir d'un certain nombre d'obstacles qu'on se mettait a priori en tête. Quand on avait commencé le premier Astérix, on disait, oh là, on ne peut pas toucher, il faut faire attention, on marche sur des œufs, des choses comme ça. À tel point que dans cet album-là, je vous le montrais tout à l'heure, le dernier mot qu'on a mis là-dedans, c'est fin, et là, on n'a pas mis fin, on a mis chez tout. Voilà, comme on dit en picard. Et donc, fin, ça se dit aussi, picard, chez la fin de tout, ça peut se dire. Mais, donc, on a osé aller un petit peu plus loin, grâce à nos expériences qu'on avait pu déjà mettre en œuvre. Alors, vous l'avez dit, Jean-Luc, vous avez traduit d'autres bandes dessinées, d'autres textes aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre traduction de Brassens? Et là, on va essayer de trouver Brassens sur le Alors, diaporama. La traduction, c'est un exercice.
j'ai mis, on y reviendra tout à l'heure, j'ai remis, vous voyez, il y a des rapports entre Brassens et Tintin. Puis c'est un nommé Nadier, on en reparlera tout à l'heure de Nadier. La traduction, la traduction du français vers le picard, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout il y a 40 ans. J'y ai été opposé. Et puis, j'ai bien connu Armel de Poilly, très bien connu Armel de Poilly, qui m'a donné un jour ses cahiers avec ses traductions de poètes classiques du 19e. Et j'ai vu que pour lui, et qu'il ne publiait pas, c'était un exercice. Et je me suis dit, oui, c'est pas mal en fin de compte. Et j'ai commencé à traduire du La Fontaine il y a 35 ans, comme ça, pour le plaisir. Pas les fables, j'étais plutôt dans les contes par provocation, pour dire non, les fables c'est fait, je vais faire autre chose. Et puis de là, je n'y ai pas pris goût à ce moment-là. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais il y a une matière à transmettre, mais pas à transformer, hein, à ne pas trahir, mais à passer pour montrer que le Picard, il a une force aussi, c'est qu'il a aussi la capacité de transmettre des émotions que le français peut transmettre. Et c'est là que je me suis attaqué à Brassens. D'abord parce que j'aime Brassens, j'aime ses textes, j'aime sa poésie, et j'adore ses chansons. Mais par contre, j'aime pas le chien à jouer à la guitare. Donc je me suis dit, je vais faire des chansons de Brassens, enfin je vais en faire une, et puis bon, j'en ai fait plusieurs, je vais faire des chansons que je pourrais chanter et interpréter sur scène. Et donc, bon, j'ai des choses qui sont relativement simples, il y a des choses qui sont relativement compliquées, et il y a quelqu'un qui vient de disparaître le mois d'octobre, fin septembre, début octobre, c'était Julos Bocarde, qui a traduit Brassens en wallon, et en particulier l'Auvergnat. Et l'Auvergnat, chez Julos Bocarde, qui était wallon, lui, juste à la limite de la Picardie, mais linguistique, mais de l'autre côté, Tourine-la-Grosse, et il a traduit l'Auvergnat, son Auvergnat à lui, c'était Flamand. Donc, et je me suis dit, mais oui, mais quels sont mes Auvergnats à moi, Picard? Et moi, c'est devenu Spérisien. Sachant que tout de même, les Auvergnats de Brassens ne sont pas plus Auvergnats qu'autre chose, puisque il y a lui et Briard, et puis il y a les Bretons, donc peu importe. Mais donc j'ai travaillé sur l'Auvergnat, qui est devenu Spérisien. Et j'ai travaillé la musique pour faire quelque chose. Brassens était un jazzman, et donc pour faire quelque chose de plus rythmé, et tout en conservant toute la prosodie, tout le nombre de pieds, machin, tout, genre le plus de contraintes possible. Et derrière, j'ai essayé de traduire les copains d'abord. Ça m'a pris un temps du diable, tout simplement parce que ça commence par non. Ce n'était pas le radeau de la Méduse. À partir du moment où on a quelque chose qui commence par non, il faut se dire, mais c'est quoi le oui? Et à partir de là, il faut chercher ce que c'est que le radeau de la Méduse. Et si c'est pas le radeau de la Méduse, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le bateau de l'amitié. Donc, dans une traduction, non, ce n'était pas le radeau de la Méduse. Voilà, ça c'est le premier vers, et après, il y a 7 couplets à aligner. Mais donc, ça, ce sont des exercices qui ont des contraintes. La BD, c'est un exercice qui a d'autres contraintes. On trouve un radeau aussi, c'est presque de la Méduse dans le coq en stock, hein, sur la couverture. Et vous l'avez abordé un peu tout à l'heure, quelles ont été vos principales difficultés pour traduire l'Étoile mystérieuse? Aucune? Difficulté. On a choisi l'album. J'ai pas le souvenir de difficultés insurmontables, dans la mesure où on les a surmontées à deux. On avait pris le parti, avec l'autorisation verbale d'Étienne Paulet, de bien situer le point de départ du bateau, l'Europe, en baie de Somme, en pensant à Jules Verne. Il n'est fait aucune allusion à Jules Verne dedans, mais en pensant au Crotoy à Jules Verne. Il y a une allusion au Crotoy, on va le voir tout à l'heure, puisque j'ai vu la diapo. Voilà. On avait donc cette autorisation-là. Donc en fait, ça nous faisait surmonter énormément de problèmes qui auraient pu être liés alors s'il y en a une qui me vient là comme ça, parce que celle-là, ça a été dur, au FERS, le FERS, Fonds européen de recherche scientifique. Je le sais par cœur, parce que là-dessus, on a pataugé quand même un bon moment, parce qu'on ne pouvait pas changer les initiales FERS. Pas plus qu'on pouvait changer le nom de la compagnie de pétrole, pour des raisons de couleur. Et donc, qu'il n'y avait pas que du noir. Et donc, il fallait absolument qu'on trouve quelque chose en picard qui corresponde à FERS,
qui veuille dire quelque chose dans l'histoire. Parce qu'il y a le drapeau qui va être planté, enfin, il y a les savants qui sont là. Et donc, on a cherché donc Fonds européen de recherche scientifique. Bon, je sais plus, fondation, on a dû mettre quelque chose de ce goût-là, fondation, puis européen, on coince, quoi. Parce que là, nous, notre culture, là, elle se veut, la culture qu'on veut transmettre, elle se veut locale, même si c'est du loco-régional, on n'est pas dans du mondial ou dans de l'européen, tout en n'étant pas dans l'anti-européen, l'anti-mondialiste, c'est pas le problème, parce qu'ils vont quasiment en Islande. Mais on s'était dit, ça colle pas à Europe, quoi, puisque nos personnages sont, on va les voir là, ils sont d'Amiens, ils sont de Boulogne, ils sont du Crotoy, ils sont pas d'Amsterdam ou bien de Barcelone. Et donc, il faut laisser tomber. Et donc, ce sont des chercheurs. Donc, on a mis fondation der Tracherie. Donc, tracher, c'est chercher. Des tracheries, c'est des recherches. Der Tracherie, c'est que là, on recherche vraiment, quoi. Der Tracherie. Qu'est-ce qu'on a mis? Je ne sais plus. Pourtant, je l'ai lu, je l'ai relu, là. Je me suis bien bidonné à le relire. Fondation, c'est quand ils partent au début. Je n'ai pas noté les numéros de page. C'est page 14 qui a les. Je sais que c'est page 14. C'est comme au début. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand la radio annonce voilà, qu'il va y avoir une expédition. Voilà. J'ai vraiment pas appris par cœur. Donc c'est chef d'expédition. Et puis là. La radio annonce, ça y est pas. Chez Tracheux. Des fins vues, et puis. On le retrouve. Bon, en tout cas, je sais que je fondation der Tracherie, et puis. Donc on a mis 2 fois en fait le dossier FE, RS, et puis de ratruchage. Non, pas de ratruchage, on n'a pas mis ratruchage. C'est avant qu'on a mis ratruchage. Mais bon, on va le retrouver, hein, on va le retrouver. Et donc ça, c'était une ça c'était un. Et vous avez relu l'album, vous m'avez dit. Ah ouais, mais je l'ai pas appris par cœur. Hein. Non, je savais pas qu'il fallait que je récite après. Mais bon, on va le retrouver, c'est pas grave. Mais des ratruchages savants. Voilà. Savant à la fin. Ouais. Et puis de ratruchage savant. Hein. Ouais, donc ratruchage, c'est ce qu'on récoupe. Ou de récouage. Ouais. Mais enfin bon. Donc ça, c'était la BD a fait cet obstacle-là. Par contre, la BD nous a fait des cadeaux, quoi. L'araignée, c'était un cadeau. Les dessins d'Hergé, les personnages qu'il a dessinés, on va y venir, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On les connaît, ces gens-là. Ils sont en Picard, on les connaît. Donc ça, c'était de l'aide. Et puis le fait que nous, on se soit dit, on va notre porte d'attache, ça va être le Crotoy. À partir de là, on avait plein de choses qui déroulaient d'elles-mêmes. Et le fait que, par exemple, il y ait la mer qui gèle, qu'il y ait des icebergs, tout ça, c'était un cadeau. Il y a du vocabulaire Picard. La mer, elle gèle pas tous les ans en Picardie. Elle gèlera peut-être plus jamais, elle a encore gelé il n'y a pas très longtemps. Mais on a du vocabulaire, il n'est jamais utilisé. Des tiennes, personne ne sait ce que c'est. On l'utilise pas. Des sarrasins, on ne sait pas ce que c'est. Ils sont dans l'album, quoi. Alors là, on a dit, ça, on jubilait sur ces. Franchement, on s'est marré à certains moments, mais on a dit, mais ouais, c'est ça, ouais, puis là c'est bon, puis il n'y avait aucune concession à faire au langage, puisqu'il y avait la justification par le dessin. Alors ça c'était vraiment cadeau. Alors pour tester la qualité de vos traductions, de vos projets de traduction, vous avez copié Flaubert en prononçant vos traductions à voix haute, pour voir si ça sonnait bien. Ouais, surtout dans certains moments, parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas dessinateur, tant mieux pour tout le monde, et pour les crayons en premier, mais Jacques l'est. Et dans mon brouillon, à un moment donné, franchement, je ne saurais plus retrouver lequel, enfin, pas dans le brouillon, j'avais mis un son en I, ou en U, peu importe, mais donc le personnage disait, je sais pas, Rikiki. Et Jacques, il dit, il ne peut pas dire Rikiki, il dit, dis-le Rikiki, tu vois, ça fait comme ça, il dit, regarde là, le dessin, il dit, oh, il faut qu'il y ait un O, Ah bah oui, il faut qu'il y ait un O. Donc on a pris un O, quoi. On a pris, donc si vous avez Rétu, je ne sais pas ce qu'on a mis à la plage, mais voilà. Et donc on a collé au plus près, et c'est l'oral qui nous a permis aussi de voir, parce que c'est quoi une bande dessinée?
classique tel qu'on franco-belge de contemporaine, c'est quoi? C'est du langage oral retranscrit à l'écrit, comme l'est une pièce de théâtre. Dans ces dialogues, il y a des dialogues qui sont retranscrits et qui sont faits pour être dits dans une pièce de théâtre, lus dans une bande dessinée, mais malgré tout, il faut que l'oral sonne. Les didascalies, c'est la voix off, mais c'est aussi une voix qui parle. Et donc l'oralité, je pense que c'est une de nos forces pour avoir rencontré d'autres traducteurs d'Astérix, certains qui ont travaillé seuls et d'autres qui ont travaillé en équipe. Je pense en équipe, c'était le Gallo qu'on avait rencontré à Paris. Ils ont échangé sur un certain nombre d'onomatopées, de manières de travailler à plusieurs. Et celui qui a travaillé seul dans son coin, il a fait une traduction qui n'a pas été appréciée dans sa région d'origine. Nous, que notre travail soit à plusieurs, donc à 2 ou à 3 selon les albums, soit lu et relu et interprété oralement, ça donne une valeur au travail. Ça ne veut pas dire que c'est la seule solution plausible, mais c'est une solution possible et entendable et qui soit acceptable par le lecteur. Parce qu'il y a toujours cette pensée derrière, c'est qu'il y a quelqu'un qui va le lire. Et je vais finir ce que j'ai juste dans la tête pour dire, on savait grâce à cet album-là, et on le sait toujours, et on le saura toujours, grâce à cet album-là, on sait que l'album qui a été traduit à Tournai en 1979-80, il sera encore lu dans 20 ans, dans 40 ans. La preuve, c'est qu'il est en 2021, donc 41 ans plus tard, et il est toujours lu, et bien au-delà de son périmètre de naissance. Donc on savait, en s'attaquant à Cailleux d'étoiles, enfin à l'étoile mystérieuse, on savait que ça serait lu 20 ans plus tard, bien au-delà de notre périmètre à nous, et peut-être même au-delà de nos propres existences. Donc, la qualité de la langue, mais la qualité de la traduction du travail d'Hergé, c'est quelque chose qui nous a toujours apporté. Et l'oral apporte un saut de authenticité, quand bien même que ça serait celle qu'on aurait juste partagée à deux. Ceci dit, ma femme, elle était enceinte à ce moment-là, elle était d'âge cadeau, parce qu'elle ne pouvait pas bouger pendant touche les deux, et puis elle gloussouait dans un coin à nous entendre dire. Donc il y a un moment, quand on entend rire, déjà, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas complètement perdu. Et pour la traduction du titre? Alors là, ça a été un obstacle, c'était une difficulté. C'est super important, un titre, hein, dans quoi que ce soit, d'ailleurs, dans un article de presse aussi, mais en particulier dans un livre. Puis il y a des fois, les gens, ils ne lisent que le titre, et ils ne liront pas le reste. Et alors là, il faut dire qu'on n'a pas pris l'album en français, mais bon, vous savez le titre, hein, c'est L'étoile mystérieuse. Bon, un étoile ne pose pas vraiment de problème. Puis il faut bien qu'il yoche un étoile, d'autant que c'est amusant parce qu'il y a les petits dessins dans le texte, comme il peut y avoir ici, qui sont des choses qui font partie des codes amusants de la BD, c'est ceux qu'on attend. Mais mystérieux, alors là, le mystère en Picard. Soit on remonte au Moyen-Âge avec des mystères qui se jouaient sur les paris, tout ça, donc là, c'est pas du tout la culture dans laquelle on voulait entraîner le lecteur. Soit on utilise le mot qui veut dire mystère, qui est mystère. C'est pas terrible comme traduction en couverture, il faut dire, sans vouloir en mettre deux couches, Schleswig mystérieuse, franchement, bon, c'est pas notre truc. Alors, on va dire, on cherche les mots qui veulent dire quelque chose. Le hâte, il est dans le texte, il est dans l'index, le hâte, mais le hâte, c'est un mystère qui est lugubre, qui est grave. Là, on va sortir tout à l'heure, les lumières vont se couper parce que, je sais pas, la centrale de Panly, elle va exploser, puis il n'y aura plus de courant électrique dans le coin. Et alors, ça va être un mollet le hâte. On ne va pas savoir si on va pouvoir rentrer vivant à cette maison, quoi. Donc là, on n'est pas là-dedans. Là, oui, il y a une angoisse, oui, il y a un côté fin du monde, oui, mais il y a quand même un côté progressiste avec le minerai qui arrive, qu'on ne sait pas ce que c'est, qui est mystérieux, mais au sens peut-être éventuellement même de l'émerveillement, et on n'a pas ça en Picard. Donc, on n'a pas directement, ou alors il faut faire une littérature, quoi, donc ça ne va pas. Et on cherchait, et on a cherché les traductions qui existaient de cet album-là dans les autres langues du monde. Et je suis tombé sur la traduction en anglais, The Shooting Star. Shooting Star, déjà, l'étoile, elle n'est pas au début, elle est après. Hein.
Donc shooting star. Ouais, donc déjà on peut penser différemment. On peut penser, traduire c'est aussi penser. On peut penser différemment. Et dans shooting star, il n'y a nulle part la notion de mystère. Nulle part. Il n'y a pas d'étoile mystérieuse. Il y a la comète, mot à mot. Donc si c'est la comète, nous aussi ça va être la comète. Parce que quand on regarde bien ce qui se passe, il y a une comète qui passe, puis il y a un morceau, un aérolithe qui tombe. Il y a donc... mais le mystère, il est créé par ça. Comme en anglais, donc on a dit, bah oui, on va prendre l'aérolithe. Aéro, l'air, lith, la terre, cailleux. Alors là, cailleux, là, on est d'autant plus que sur la côte Picard, on a un bled qui s'appelle Cailleux. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Cailleux, mais bon, ça se prononce pareil. Donc, Cailleux en français se prononce Cailleux, alors qu'en Picard c'est Cailleux, mais bon, Cailleux d'étoile. Voilà. Et donc, à partir de là, c'était pouf, pouf, s'emballer, hop, point suivant. Diapo suivante. Et pour la traduction des noms des personnages. Alors là, c'est un régal. Là, je peux me lever, ça. J'ai moyen pour. Bon. Donc, il y a des appuis-lois dans la salle. Il y en a même au moins un qui l'a eu comme professeur. On a eu comme doyen des Picards, et président et doyen des Picardisans, Eugène Chivot, auteur picardisant, qui est mort centenaire en 2001, et qui a été professeur de physique, mathélène, physique au lycée d'Abbeville, né en 1901. Blériot n'avait pas encore traversé la Manche, et décédé en 2001, il parlait avec sa fille via Internet, sa fille qui habite à Chicago, et il a vu décoller et atterrir sur la Lune. Et Eugène, c'était un esprit très éclairé, très scientifique, et quand on cherche un petit peu, on l'a, notre savant, pas le savant fou, mais notre savant chercheur, c'est Eugène, et voilà, c'est lui. Il n'était pas exactement coiffé comme ça, mais je ne l'ai jamais vu au réveil. Donc on l'a appelé Eugène Chino, mais tous ces élèves que je n'ai pas été, le surnommaient Ch'tis, parce qu'il était méticuleux avec ses titis, Ch'tis. Donc Eugène Ch'tis, ça tombait sous le sens, quoi. Et la pierre qu'il va découvrir va s'appeler l'Eugénite. Et je ne sais même plus comment elle s'appelle en français. Voilà, c'est lui. Quand on... Calistène, puisque c'est le professeur Calistène. Voilà, donc on a gardé le modèle, mais Calistène. Bon, Haddock, ça va rester Haddock, Tintin, ça va rester Tintin, Milou, ça va rester Milou, par respect de l'œuvre originale, je dirais évidemment. Quand on regarde à côté de professeur Caliste, on n'a pas dû procéder comme ça d'ailleurs. On a dû prendre celui qui a tout à fait en haut à droite, parce qu'il ressemble, mais vraiment, pas trait pour trait, mais il ressemble vraiment beaucoup à un Tournésien, Paul Mailleux, que nous avons très bien connu. Et donc, c'était une manière pour nous de rendre hommage à la traduction en tournésien. Et donc, Paul, on a gardé le prénom de Paul, et Roquetier, parce que les roquetiers sont les carriers. Hein, un roquetier, mot à mot, c'est un carrier, carryman en anglais, à tourner. C'est pour ça qu'ils ont des routes en ciment par là. Et donc on a vraiment le quasi-sosie, enfin la caricature en tout cas de Paul Mailleux, et on l'a appelé de son surnom Pépé Harry, parce que c'était un de ses surnoms quand il faisait des travaux pédagogiques autour du Picard, Paul Mailleux. Donc là on avait le dessin. Et puis si on vient à côté de lui, on en a un autre là. Mais j'aurais pu amener, parce que j'ai un petit buste moulé d'Édouard David à Amiens. Et c'est ça, quoi. Il y a que la barbichette en plus, c'est Édouard David. Donc Édouard David, c'est Chaudouer, de son surnom d'écrivain picard. C'est Chaudouer. Donc là, il va s'appeler Douer Blaise. Blaise pour Chaud-Blaise, pour La Fleur, pour l'allusion donc au quartier Saint-Leu où habitait Édouard David. Et il a mis Chaud-Blaise, La Fleur et Sandrine en scène dans différentes pièces. L'ortillon, pour que celui qui ne comprendrait pas comprenne bien qu'on est ancré à Amiens. En plus, là, on est dans la faculté de sciences à Amiens, à cette époque-là, on est en plein dedans, donc on localise par rapport à l'université de Picardie, et il va être donc de la faculté de Saint-Leu, et puis des chaînes d'études d'Amiens, qui fait allusion au... Chaque bulle, je peux vous faire une
soirée complète. Chaque bulle, il y a quelque chose, c'est le centre d'études Picarde, qui est donc le centre d'études créé par René Debry, Jacqueline Picoche, et qui existe toujours sous le nom de l'Esclap maintenant, mais donc dans lequel Jean-Michel Eloi a été directeur à un moment donné. Donc il y a une allusion à la recherche linguistique en Picard à ce niveau-là et amiénoise. Et entre deux, on en a un, il lui ressemble, quand on veut bien, il lui ressemble un petit peu à Gaston Vasseur. Donc on a décidé que c'était Gaston Vasseur. Gaston Vasseur était marié avec une valéricaine qui se prénommait Édith, donc Édith Vasseur. Et donc on a dit Robert Monon, qui est le surpiqué dans les lettres à ma cousin Polyte, c'est signé de Robert Monon, donc de l'œuvre de Gaston Vasseur, de Saint-Wary, puisqu'on voulait le situer en Baie-de-Somme. Donc voilà. Et il est spécialiste des histoires d'Ors et puis de chez Comte. Et en fait, les Ors, parce qu'il y a une allusion à la Grande Ourse, à un moment donné au début de l'album, et Gaston Vasseur a traduit, a interprété, c'est pas du tout une traduction, a interprété le conte traditionnel de Jean de l'Ours en picard. Donc il y a ça, et il a écrit beaucoup de contes, c'est O-N-T-E, mais là il fait des contes, il fait de la comptabilité. Ensuite, on voulait rester sur la façade maritime, donc celui qui est à gauche, on l'a appelé Zidore Marga de Boulogne-sur-Mer, pas forcément en pensant au tintinophile originaire de Boulogne-sur-Mer, mais en se disant que là on avait un grand port dans lequel on pouvait donc duquel on pouvait se revendiquer, puisque le Pontieux montait jusqu'au port de Boulogne-sur-Mer historiquement, donc ça nous allait très bien. Et puis enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, le bateau part du Crotoy, donc on a l'ancrage au Crotoy avec Baptiste Cazu. Alors, comme beaucoup d'autres personnages, il a des lunettes, mais lui, on l'a appelé Cazu parce qu'il avait des Cazu sur sa nez. Et puis Baptiste, je ne sais plus pourquoi, mais Zidore, je sais parce qu'il y a les personnages emblématiques de Boulogne qui sont Zidore. Et puis Baptiste, c'est le géant de Boulogne. C'est Baptiste et Isabelle. Elisabeth, oui, ouais. C'est ça. Et puis, donc lui, on l'a mis là, et donc il va être spécialiste des tremblements de terre et puis des ensablements, parce que la Baie-de-Somme s'ensable, et on l'a localisé au Crotoy pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Donc ça c'était vraiment du pain béni. Diapo suivante. Alors là, vous avez traduit ad hoc rencontre son vieil ami, le capitaine Chester. Voilà, du Chester, c'est du maroilles chez nous, on ne va pas les chercher. Et ça se dit marol. Bah oui, on a mis du maroilles. Alors, le hasard faisant si bien les choses, c'est que Hergé, enfin sa grand-mère, était originaire de la Marole. Et la Marole à Bruxelles, c'est le quartier où on parle le marolien. Et le marolien, c'est le Sildave, c'est le Bordure, et c'est aussi la Roya. On apprend tous les jours. Si on l'avait su, on aurait peut-être hésité à mettre Marolles. non, mais là, on a traduit Chester en culture régionale. C'est sur le Marolles. Diapo suivante, on va revenir sur Bruno Delbon. Est-ce que vous avez bénéficié de son aide, ou pas du tout? Ah non, pas de Bruno spécialement. Par contre, on s'est appuyé sur des picardisans locaux. En particulier, je suis allé chez Léopold Deville, qui vivait encore à ce moment-là, qui était notre référent, quelqu'un qui était né en 1910, et qui avait possédé un picard rural très intelligent dans le sens fort du terme, et qui, je suis allé le voir un soir, un après-midi, puis ça durait tout le soir. Et puis je lui dis, Paul, comment vous diriez ceci? Mais dans la conversation, il fallait que je tombe à de vis, toute cette vision ensemble. Et puis, donc il nous a donné des pistes, ou il a validé des pistes sur lesquelles on était, nous, peut-être un peu chancelants, dans la mesure où on se disait, bon, il ne faut peut-être pas qu'on aille trop loin, on veut quand même rester proche du Picard. Et puis on s'est aussi appuyé sur une relecture qu'on a soumise à Jean-Pierre Calais, qui est amiénois, alors de l'Amiens rural du sud, là, de Ferrières, et dont la mère était de Dreuil à côté d'Erennes, pour qu'il ait un regard sur notre manière d'exprimer le Picard, en sorte que ce soit bien compris dans l'amiénois aussi, qu'il n'y ait pas de faux amis, ça je pense qu'on n'avait pas dû en mettre, mais qu'il n'y ait pas d'aspérité, que ça soit aussi agréable à lire ici que là. Et Jacques, dans son Picard du Vimeux, conjugue
le passé, ce qui correspond à l'imparfait, en haut, je canto, tu canto, il est tout, voilà. Moi, c'est des oué à Villois, je cantoé, t'es toué, il est toué. Et Amiens, c'est un peu plus comme ça aussi. On aurait tendance des fois à mettre des E au final, pas seulement sur les infinitifs du premier groupe, mais comme canteux dans le vimeux, ou apreux dans le vimeux, ou voilà, avec des traits fermés. Donc on s'est appuyé sur Jean-Pierre pour valider des sonorités pour que ça soit bien en relation. Mais on n'est pas allé jusqu'à tourner parce que notre Picard, c'est vraiment celui de la frange littorale du département de la Somme, de l'Artois rural au sens Fruges, enfin voilà, jusqu'à Avesnes, limite les portes du Cambrésis, le Vermandois, de la Somme ou pas, et puis le nord de l'Oise, le plateau Picard, donc au nord de Beauvais, Froissy, Saint-Just. Voilà, on est sur cette zone-là avec un gros focus sur l'ouest du département de la Somme. Diapo suivante, vous n'aviez pas le droit de modifier les dessins, mais vous avez quand même été autorisé à faire 2 petites modifications. Ça a été de la lutte, c'était la lutte. C'était la lutte finale, mais puisque c'était à la fin, on avait donc nos épreuves. Et puis, donc je vous ai parlé, l'araignée, elle est partout dans l'album. Hein, si elle est dès le début sur l'appareil astronomique. Diapo suivante. Voilà, ça sert du début, voilà. On revient sur l'araignée, oui, merci. Quand on est de la Somme, d'Amiens, lui-même Abbeville, l'araignée, c'est chez l'araignée de Rumigny, chez Innocent de Rumigny, c'est une chanson. Il y a 2 chansons qui sont connues au-dessus de toutes les autres. C'est le canchon de Barnum, de Louis Servat, de fin 19e, et le canchon de Bourgeois, qui s'appelle le Schlaraignée de Rumigny. Enfin, qui s'appelle Schlaraignée. Chez Innocent de Rumigny, le titre exact, c'était ça au départ. Bon, il y a une araignée partout, alors ça on ne l'a pas fait exprès, mais en tout cas ça n'a pas été pour nous déplaire. Donc on l'a même appelé en latin Araigneus ruminicus, pour bien comprendre que c'était une araignée bien picarde, bien chez nous. Et donc Tintin, vers la fin de l'album, quand il est seul sur ce caillou d'étoiles, ouais, on va le dire en picard, ça sera plus aisé, quand il est tout seul, bon, il est content, il a réussi son coup, il a planté le drapeau du Fers, et puis il se met à chanter. Et il chante en français, c'est la version française, à gauche, troulala, la 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 la, bon voilà, donc troulala en français tout le monde comprend. Mais nous, on a la chanson de Schlaraignée. Donc, on a mis les paroles de Schlaraignée sur 1, 2, 3, 4 cases, donc dans 4 bulles. Mais nous, on a la référence, nous, de Jacques. Beaucoup l'ont, mais beaucoup ne l'ont pas non plus. Il faut, voilà, penser au lecteur. Donc comment montrer, alors que le tralala est évidemment quelque chose de chanté, si on enlève les 2 petites croches, double croches qui sont dans la bulle, on ne comprend pas qui chante. Donc on a demandé à l'éditeur de nous ajouter des notes de musique. Puis ça a été non. Parce qu'il n'y en avait pas dans la BD originale. Oui, mais nous, on ne traduit pas troulala par troulala. Il fallait qu'on se justifie, qu'on explique à peu près tout ce que je viens de vous raconter, pour qu'il concède après, franchement, plusieurs échanges par mail, par téléphone. Je me souviens, on avait une fois un gars qui composait à tourner pour au final lui valider. Ouais, mais bon, pas plus d'une, voilà, donc pas plus d'une, mais bon, une c'est déjà beaucoup mieux que rien. Donc pour clore la chanson L'Ochlerie d'Innsbruck, et puis pour la commencer, à le roule au 8 ans de le tuyère à Jean, il y a des. Donc là, la partition est à respecter. Hein. Il y a 3 et 2 noirs, et puis ensuite il y a aussi une double croche. Et donc là, on peut comme ça intégrer dans la bulle, pas dans le dessin, cet aspect donc chanté, et ça nous a permis vraiment. Je le relisais il y a 2-3 jours, je ne sais plus quand, lundi soir, je dis mais c'est bon quoi. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est bon. Moi je trouve qu'on a fait du bon boulot, mais c'est tout. C'est que ça sera à refaire, je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de changements. Je ne crois pas qu'on aurait une autre écriture. Mais le boulot qu'on a fait, avec la distance du temps, Jacques, j'en suis certain, moi j'en suis persuadé aussi, c'est bon, quoi. Ça correspond vraiment à l'esprit qu'on voulait transmettre.
Cette chanson, effectivement, que moi je ne connaissais pas, j'ai découvert sur le site du Schlancheron qu'elle avait été chantée par André Natier. André Natier, gestionnaire picardisant, actif entre les années 30 et 50, disons, je crois qu'il est décédé en 54. Et au cours de mes rencontres tintinophiles, j'ai rencontré son petit-fils, Renaud Natier, qui est un éminent tintinophile et qui a écrit pas moins de 5 livres sur Tintin. On en a vu un tout à l'heure. Il a écrit Le Mystère Tintin, il a écrit un dictionnaire Tintin, Les femmes dans le monde de Tintin. Celui qu'on a vu, c'était une comparaison entre Hergé, Tintin et Brassens. Et puis son dernier ouvrage tintinophilique, c'est un roman policier qui s'appelle Meurtre à Moulinsert. Et Renaud Natier est aujourd'hui directeur éditorial d'une collection qui s'appelle Zoom sur Hergé aux éditions Sépia l'Harmattan. Donc petite publicité amicale et c'est vrai qu'il y a des coïncidences, comme tout à l'heure pour la Marolles, qui sont tout à fait étonnantes. Et pour la traduction des onomatopées, là, on avait l'expérience d'Astérix, quelques expériences, Jacques, en bande dessinée, quand les BD qu'il a créés seul dans les années 70 et 80. En fait, le principe, même en français, on toque à la porte, voilà, toquer, donc toquer, ça fait toc-toc. Donc on a buquet, butcher, quoi, buquet, ça devient buc. On prend le radical du verbe qui montre le geste, qui va faire le bruit. Donc on a... c'est une astuce, en fait. En fait, on a cette possibilité de prendre le radical du verbe. Pour les cloches, le son des cloches, alors elles ne font plus ding-dong en Pécard, ça c'est le frère Jacques qui fait ding-dang-dong, mais en anglais ils ne font pas ding-dang-dong, en allemand non plus. Donc j'avais lu Henri Carnoy, qui est un folkloriste du 19e, et dedans j'avais repéré, indépendamment du projet de traduction, j'avais repéré qu'il y avait des cloches qui faisaient bim, bom. Ça m'a fait bien. Donc il rapportait ça au 19e siècle, bim, bom. Alors quand j'ai dit ça, j'ai très bien, ça rentre dans les chaussons de Tintin. Et donc on a comme ça quelques... si vous avez la curiosité de lire le lexique, ce que tout le monde ne fait peut-être pas, mais il y a quand même 9 colonnes, on a mis comme ça plein de références de là où on avait été puisé tel mot, tel fact, il y a vraiment des références bibliographiques à certains éléments, à la fois pour nous justifier, pour dire, ben voilà, on ne l'a pas inventé, parce qu'on ne voulait pas du tout donner dans le néologisme, et donc, mais en même temps pour montrer que ça avait une assise, que ce n'était pas non plus de l'invention complète. Je sais qu'on avait trouvé, alors qu'on ne possédait pas, pour l'étoile La Grande Ourse, Schcario David, je ne sais plus chez quel auteur, mais Schcario David qu'on voit au début, donc bah oui, alors on avait une figée d'étoiles, l'étoile filante, figée c'est une étincelle, l'étoile filante ça marchait bien, comme on a Schlerket Saint-Jean, Picard, des choses comme ça, de manière plus fréquente. Mais donc on avait trouvé Schcario qui n'est pas une onomatopée, mais disons qu'on avait ça. Et puis là aussi les expériences de Tintin et les échanges avec Alain Nosson à ce niveau-là, et avec le traducteur de Gallo dont je parlais tout à l'heure, nous ont permis de rentrer vraiment, de ne pas se soumettre à l'onomatopée classique en français. Dans Astérix, on avait dû interpréter le chant du coq, par exemple, ou bien un personnage qui a des dents cassées. Bon, on ne prend pas les mêmes chuintements, enfin, on essaye de trouver quelque chose à l'oral qui fonctionne. Et je crois savoir que vous aviez ensuite, quand l'album est paru, procédé à des lectures à voix haute, en public. Et je crois, au diapo suivant, que votre épouse faisait Bilou. Alors on l'a fait, l'album a été
distribué aux souscripteurs par le biais du Smacopie sur la station de service de l'aire de la baie de Somme, donc sur la 16. On y a passé une journée complète et donc il y a un auditorium qui ne doit pas être très utilisé, mais enfin il y a un auditorium, puis on avait un peu comme ça caressé le projet de faire une lecture de l'album. On en parle à Étienne Paulet, parce qu'on se voyait, on s'est vu quelques fois, mais on se téléphonait plus fréquemment, et Étienne Paulet nous dit non, ça va pas passer, Moulinsart ne va pas laisser passer l'affaire, vous allez payer des droits, on n'allait pas s'embarquer dans des histoires compliquées. Et puis après, je ne sais pas si je veux le dire quand même, parce qu'il faut le dire, quoi. Il nous dit, bon, faites-le, mais l'annoncez pas. Comme ça ne se verra pas. Et donc avec Jacques et Delphine, donc ma femme, on avait le temps entre le moment, au mois de janvier, on avait fini de relire nos épreuves et la parution était prévue fin mars. On avait le temps, donc j'ai fait un montage diapo parce que nous on les avait les épreuves corrigées, donc j'ai fait un montage diapo comme on voit ce soir, des différentes cases qu'on voulait interpréter, et puis on s'est réparti le texte Picard qu'on possédait, on était les seuls, c'était un secret d'État, on était 3 au monde à savoir que ça se faisait, qu'à l'avoir, tout ça, enfin plus un Belge, mais bon, en France on était 3. Et plus un journaliste qui avait été averti par un tintinophile, un philo obscur, enfin, autrement on n'était que 3, et donc on a fait ça, on a fait des répétitions, donc Jacques a dû faire ad hoc évidemment parce que c'est Jacques, Jean-Luc a dû faire Tintin parce que voilà c'est comme ça, et puis il fallait faire Milou, donc Delphine a fait Milou et quelques autres rôles, mais elle fait très bien Milou, mieux que l'idée fixe. Diapo suivante. Je crois que vous avez traduit aussi Jules Verne. Là, vous avez deux livres qui rapprochent les aventures de Tintin et puis les romans de Jules Verne. Tout à l'heure, vous avez prononcé le nom de Jules Verne. Est-ce que pour vous, il y avait un rapprochement à faire entre Tintin et les romans de Jules Verne? Non, le rapprochement, il est dans le côté imaginatif et prospectif de Jules Verne, avec ses essais de Nautilus au Crotoy, ses voyages en bateau qu'il faisait entre Mers et puis le Crotoy, là, sur la baie de Somme, et puis sa résidence au Crotoy. C'est ça. La traduction que j'ai faite de Jules Verne, c'était un défi lancé par l'Agence pour le Picard sur une BD, d'ailleurs, qui était Dr. Ox, donc liée à l'oxygène. Que je n'étais pas seul à avoir relevé ce défi, et donc non, c'était pas, on a baigné dans l'univers d'Hergé, on s'en est pas éloigné du tout. Je me suis rapproché avec Jacques d'ailleurs de l'univers de Jules Verne, un petit peu avec le travail qu'avait fait Jacques Guigné, mais ça va nous emmener trop loin avec les Compagnons de la Violette. Non, on est resté sur vraiment. Très sincèrement, très franchement, on est resté dans l'album, dans l'univers de Tintin, et dans l'univers de Tintin en Picard, dans notre optique donc de vraiment cette région de point de départ en baie de Somme, avec vraiment le souci d'être et dans le Picard et dans Tintin, mais pas ailleurs. Et dernière question. Si vous deviez récidiver, quel album de Tintin choisiriez-vous? T'as une idée? Oui. Chef. Je reste sur la Lune, on aurait pu faire quelque chose de ça. Ah, bon, ça va, je vais gagner. On en fera 2 le prochain coup. Diapo suivant. Merci Jean-Luc Vigneux. Merci Hervé Ducroquet, merci bien de cette initiative. Un coup de chapeau au Smacopie qui a soutenu ce projet, parce que l'air de rien, sans eux, ça serait absolument pas fait. Bon, je ne veux pas rentrer dans des histoires de droit ou ceci, cela, mais le droit belge, c'est pas le droit français dans le domaine de l'édition.
les conditions commerciales ne sont pas du tout les mêmes par rapport aux libraires, leurs habitudes ne sont pas du tout les mêmes, et ils exigent qu'à Serman, que le partenaire achète 3000 albums. Ne serait-ce qu'à 8 € l'album, ça fait quand même pas loin de 25 000 € à mettre sur la table, d'où la difficulté de nous lancer éventuellement dans la conquête spatiale. Mais donc le Smacopy a fait cette avance qui a permis l'édition, a organisé l'ensemble de notre tournée mondiale qui est allée de Wanyaru jusqu'à tournée internationale. Je l'ai présenté aux États-Unis, hein, je l'ai présenté en Indiana, hein, donc je n'étais pas grâce à Julie Auger. Sans des supports comme ça, et c'est valable pour toutes les langues régionales ou l'espéranto, il faut que l'association de M. Doshi prenne le dossier en charge pour voilà, ça a été partout comme ça, et sans le Smacopy, ça ne serait pas fait. Sans notre amitié, ça n'aurait peut-être pas eu la même saveur, au moins pour nous deux, j'espère pour vous tous et toutes. Et puis, la manière que j'ai de vous le restituer aujourd'hui, je pense avoir réussi, j'avais peur en début de semaine, à vous le restituer avec la passion une part, un zeste de la passion qu'on avait à l'époque. J'avais peur en début de semaine parce que c'est vrai que le report de cet entretien que vous aviez voulu initier, la période Covid, la période donc, où on a quand même une vie sociale un peu bizarre quand même, qu'il faut quand même reconnaître, fait que on s'est détaché de tout ça. Autant on était complètement dans les starting blocks il y a 2 ans pour aller vous en parler avec enthousiasme, passion. J'espère vous l'avoir restitué parce que ça m'a fait très plaisir de le relire avec la distance et puis de me dire il y a des choses, j'ai regardé un peu les articles de presse, des choses comme ça, c'est vrai qu'on a vécu, Jacques et moi, et nos femmes et amis, et notre entourage immédiat, ont vécu une époque assez mystérieuse. Ça va comme... Non, c'est vrai. On ne savait pas trop vers quoi on allait, mais on savait qu'on... On ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas, mais on a mené le bateau à bon port, on a planté le drapeau Picard du sud de la Picardie dans l'œuvre d'Hergé, et tel qu'on voulait le faire, c'est ce qu'on a réalisé. Mais la technique reste toujours du niveau la technique de la reste, télévision voilà, du professeur Tournesol. Voilà, c'est ça, sans la technique, on n'en verra jamais à bout. Non mais bon, merci de votre attention, et merci aussi des critiques qui nous permettent toujours de progresser dans... S'il y a des questions, on y répondra. Éventuellement, oui, bien sûr, volontiers. Merci Hervé de cet entretien. S'il y a des questions, transmettre sur Facebook. Tu as pu le transmettre avec ton téléphone. Ah, la techno. Une question. Vous nous avez parlé des acheteurs et je voulais savoir si vous aviez une idée des lecteurs. Est-ce qu'ils sont nombreux, ceux qui arrivent à comprendre? Est-ce que quand on ne parle pas de Picard, ce qui est notre cas, on a à la fin du livre de quoi s'en sortir et de traduire? Et est-ce que ça peut être un livre qui nous initiera à la langue? Est-ce qu'on peut par ce biais-là Alors, il y a des glossaires sur tous les albums. Oui, il y a des glossaires. Alors, on n'apprend pas l'anglais en prenant un livre d'anglais avec un glossaire à la fin. Donc on ne va pas apprendre le Picard spontanément et définitivement, de surcroît avec un album humoristique. Les lecteurs qui sont revenus vers nous, un des tout premiers, c'était André, il a eu un album de Tintin dans l'immédiate après-guerre offert par son grand frère. Il a pris l'album en français, c'est un Picard, hein, le Tfetcher. Il a pris l'album en Picard à côté, puis il a rebellé avec Makosa Wamfu. Et puis il a dit, bon, là, à vous, là ils s'en sont bien sortis. Ah là, les cochons, ils n'ont trouvé une boîte. Bon, donc ça, on l'a vraiment eu, cet écho-là. Sur d'autres albums, on l'a aussi. On a plusieurs types d'acheteurs. On a des acheteurs qui l'achètent pour eux, pour leur plaisir, comme je viens de décrire là. On a ceux qui l'achètent parce qu'ils sont Picards et qu'ils veulent l'offrir à leurs petits-enfants, leur entourage, et des curieux aussi.
Je me souviens, on avait rencontré à Beauvais un ingénieur suisse, je ne sais pas dans quoi il travaillait à Beauvais. Il était venu, mais on parle du picard, tout ça, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je vais ramener du picard chez moi pour regarder un petit peu si c'est vraiment une langue, si c'est quelque chose. Voilà. Et il était fort curieux. Et, voilà. Et puis, il y a les discrets. Et les discrets, ben, il y en a peut-être qui lisent que le début, puis qui abandonnent. Il y en a peut-être qui vont chercher dans le lexique à la fin le mot, et que nous, on n'a pas mis, parce qu'il est tellement évident que gramin, ça veut dire beaucoup, on n'a peut-être pas mis gramin, et qu'il va revenir 25 fois dans le bouquin. Donc, on a cette difficulté. Si je me place moi en tant que lecteur des Pinderlot de Le Castafiore, en 1980, je vous promets, je ne connaissais pas Paul Mayeux, dont je viens de vous parler, je ne connaissais pas Bruno Delmotte, on ne se connaissait pas réciproquement, j'ai eu des difficultés à le lire. C'est pas mon Picard, c'est pas le Picard de la Somme, c'est du Picard. Et il faut rentrer dans une musique, rentrer dans une logique, et habitant en Picardie, on peut avoir quand même, n'étant pas Picard, des mots qui passent dans l'oreille, il s'est achevé, ou bien, même si c'est en français, il s'est enchevê, là, c'est-à-dire, ça veut dire quelque chose, parce qu'il s'achève à un moment donné, Tintin dans un comble d'amarrage. Donc, on peut avoir des mots, puis dire, ah tiens, c'est comme ça que ça se situe, c'est ce que ça veut dire. Mais la difficulté, on ne peut pas la résoudre pour tous les lecteurs. On essaye d'accompagner, il faut se bagarrer pour avoir les 4 pages en plus à la fin. C'est le même prix qu'un album, mais il y a 4 pages en plus. Un éditeur, il compte les pages, hein, et quand on met ça dans la poste, c'est plus lourd. Donc les 4 pages, les 3 pages de lexique, le petit mot des traducteurs, tout ça on l'avait appris à le négocier avec l'éditeur Albert René, mais avec Casterman, là qu'Étienne Bollé s'est très très bien passé, mais c'est à lui après d'aller remonter la demande. Comme il y avait une traduction et puis un petit mot de Jardet dans le premier album. Ça a pu se faire, comme Bruno l'avait fait. Mais on ne peut pas être exhaustif. Et l'album existe en français. Donc on a la possibilité de le prendre même en anglais, puis de regarder à quoi ça donne, ou en créole, peu importe. Je sais que Jean-Bernard Roussel, qui crée la BD... Il n'existe pas en créole. Il n'y a pas de créole? Si. Pas celui-là. Ah, pas celui-là, voilà. Ouais. Non, enfin, on peut le prendre dans sa langue native et puis le voir ce que ça donne comparé avec une langue régionale. Mais je ne pense pas qu'on puisse apprendre l'espéranto avec l'album en espéranto. Jean-Bernard Roussel, qui crée de la BD en picard, il a voulu créer en résilience, en fait, pour le coup, par rapport aux attentats de Charlie, aux dessinateurs qui étaient... Et puis, aux gens qui sont disparus, mais en particulier aux dessinateurs, il a créé une bande dessinée sur le Chevalier de la Barre, à Abbeville. Il n'est pas abbvillois, Jean-Bernard, il est amiénois, mais il a créé donc le dernier condamné à mort pour blasphème en France en 1766, c'est à Abbeville. Il a créé cette BD qu'on a éditée. Et il voulait la rendre la plus accessible possible à des lecteurs potentiels. On n'avait pas la matérialité d'aller au-delà d'un lexique. Par contre, sur notre site internet, on a mis une traduction intégrale de tous les dialogues de cette BD, en français, de manière à ce qu'on puisse à la fois avoir Jean Chaud, qui est le titre de l'album en picard, original, et la lecture pour ceux et celles qui voudraient mieux s'approprier les subtilités historiques ou humoristiques, mais surtout historiques, qu'il a glissées dans l'album. Là, on a le français. Après, on peut refaire une lecture, mais il ne faudra pas le dire à Moulinsart, ils ne voudront pas, mais on peut se retrouver à la salle des fêtes d'Espagne et puis le fouet un soir. Mais à l'Uchtempo, hein, sans le faire savoir à personne. Mais ça, c'est difficile, je dis, ce que je ressens de difficile en moi, c'est de dire, le picard n'est pas une langue de l'exclusion de l'autre, n'est pas une langue de renfermement sur soi-même. Ça ne l'est pas. Ça pourrait le devenir, ça l'a pu l'être pour certains auteurs, mais ce n'est pas notre cas. Nous, on est plutôt sur... Et d'ailleurs, le fait qu'ils voyagent, ce n'était pas pour nous déplaire. Parce que ça mettait un petit défi aussi avec des relations avec d'autres zones du monde. Donc, ce n'est pas une langue de l'exclusion. Après, comment faire? Moi, il n'y a personne qui est venu à la maison en disant je ne comprends pas, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui n'achètent pas des ouvrages en picard parce qu'ils se disent je ne le comprendrai pas. Alors qu'en fait, dans d'autres ouvrages, pas celui-là, il y en a qui disent, je l'ai lu, j'ai cru que c'était du français tellement ça coule tout seul.
ça va être une question de sensibilité, une question d'appropriation d'un langage, une question de curiosité, puis de vouloir aller jusqu'au bout. C'est personnel, c'est individuel, je veux dire, voilà. Après, il y a autant de lecteurs que... Je suis bien persuadé que les 120 000 albums n'ont pas été lus. Hein. Mais je ne suis pas persuadé non plus que le prix concours de l'année qui est vendu à 80 000 exemplaires, surtout celui de cette année, il y a beaucoup de gens qui aillent jusqu'au bout à fond la caisse. Quoi. Je dis surtout celui de cette année parce qu'il est costaud, ça, il est costaud littéralement. Celui de l'année dernière était pas mal, mais celui de cette année pas mal non plus. Donc, s'approprier un langage à travers... On croit que... Comment ? Tu l'as écrit, Olivier, dans l'interview qui est paru aujourd'hui en Courrier Picard par rapport à la reconnaissance du Picard par l'éducation nationale. Tu as dit, le Picard, c'est pas seulement une langue pour rire. Et la BD, c'est pas seulement fait pour rire, c'est pas seulement fait pour les enfants, c'est la même chose. Il y a des BD à pleurer, il y a des BD sur la guerre 14 ou sur, je sais pas, la Commune de Paris ou bien des situations très angoissantes futuristes. La BD, c'est de la littérature. C'est un pan de littérature, et c'est un pan de littérature, c'est ce qui se vend le mieux aux librairies, au monde, et en Europe en particulier, et on peut relire, on a tout le temps. Autant on va aller voir une pièce de théâtre en Picard, je fais l'analogie tout à l'heure avec l'aspect oral de la langue. Voilà, les artistes qui sont là, qui ont monté une pièce, on est assis, clap, hop, rideau, pouf, ils jouent, pouf, fini, au revoir, adé. Et on aurait passé à travers la moitié des choses, des dialogues, on n'est pas rentré dans certaines subtilités, on a loupé un truc parce que c'est pas notre Picard, parce qu'on n'est pas Picard, mais qu'on est comme curieux. Là, on a le temps de le lire et de le relire, et de se l'approprier. Puis les lexiques, glossaires et manuels de Picard, pour le coup, on est une des langues de France où il y en a le plus. Peut-être même trop, d'ailleurs, tellement il y en a. Et donc, moi, je suis assez content, je ne sais pas si Jacques l'a relu, mais de voir le nombre de références qu'on a fait, un mot trouvé à Boken, un mot trouvé à tel endroit. Donc ça donne un ancrage linguistique, et en même temps, la langue, elle reste, à notre sens, accessible. Après, on a passé la soixantaine, on a bercé dedans toute notre enfance, jeunesse, et puis toute notre vie d'adulte, on la passe à parler Picard, donc forcément, on n'a pas une vue objective ou neutre. Neutre, on ne peut plus l'être. Je ne sais pas si on l'a jamais été, mais on ne peut pas être neutre. Mais... En tout cas, ce n'est pas une langue de l'exclusion. Ça me semble super important que ce soit là-dedans ou que ce soit ailleurs. D'où, par exemple, le fait d'avoir caillou, ça va, quoi, je veux dire, l'étoile, si on regarde bien, hein, le caillou, l'étoile, un jargon mot à mot, oui, le Picard et le français sont quand même des langues qui sont plus que cousines, quoi. C'est deux sœurs, ils ont une petite différence d'âge, c'est à peu près tout ce qui change, quoi. Le Picard est peut-être un petit peu plus vieux, mais étoile, ça se disait comme ça au XVIIe siècle en français, hein, au XVIIIe aussi, donc on ne fait pas de l'archéologie, mais... Au québécois, peut-être encore aujourd'hui. Je ne sais pas imiter l'accent québécois du tout, mais oui, il y a des manières de prononcer. Donc, ça ne veut pas dire que c'est du français déformé, ça veut dire qu'il y a des convergences. Le mot caillou en français, c'est du gaulois, c'est du celtique, hein, c'est le caillou, un des mots qui nous vient du gaulois, parmi, en Picard, il nous en reste une soixantaine. Donc, c'est ni du Picard ni du français qu'on met là, c'est du gaulois qui est passé cailleux en Picard, qui est passé caillou en français. Alors, donc, on fait de notre mieux, on fait beaucoup. Il y a une palette de Picard disponible, de l'oral à l'écrit, il y a de la pédagogie même en ligne maintenant qui fonctionne. Et puis il y a tout un tas d'objets qui sont à la disposition. Il y a eu des cassettes. Nattier a enregistré chez l'Araignée à la fin des années 20, début des années 30, sur 78 tours. Donc on peut entendre du Picard, les plus vieux enregistrements de Picard remontent à avant la guerre 14, c'est assez impressionnant. Il y a toute une palette qui a toujours existé. Le Picard est une langue qui est toujours dans son époque. Je parlais de l'espéranto tout à l'heure. Jules Boiteux, à la fin du 19e siècle, parle de l'espéranto en Picard. C'est pas une langue du tout de l'exclusion. Ça a des traces partout. Après,
C'est comme tout, il faut faire un tout effort, quoi. Mais quand je lis un article scientifique en anglais, il faut que je m'accroche aussi. Hein, et j'en lis, pas beaucoup, mais j'en lis. La question, il fallait voir à ton idée de combien de personnes le parlent, parce que bien évidemment, on le rencontre au quotidien, dans le discours, des expressions, on les connaît, il y a des mots aussi dans notre vie de tous les jours, à travers des personnes qu'on peut rencontrer, par le biais de sa profession, hein. Donc le vocabulaire, on le connaît, mais est-ce que ça s'appelle parler picard, on l'entend, on l'opère, est-ce que des gens qui... Ça, c'est les niveaux de langue. C'est le niveau de langue, c'est social. Un mot fait-il une langue, défait-il l'autre, l'appropriation, la conscience. Mais quand je me devine un picard, j'ai pas de problème, je sais échouer. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent picard et qui, sans le savoir, c'est pas du monsieur Jourdain, ils parlent picard. Ou il y en a qui savent pas dire, bon, moi aussi ça m'arrive, il y a des mots que je sais pas dire autrement. Mais le niveau de langue, chacun en possède un, en fonction de son histoire familiale, personnelle, de ses voyages, voilà. Et quant au nombre de locuteurs de picard, il y a eu des statistiques qui ont été faites par l'INSEE il y a maintenant plus de 40 ans. Il y a eu quelques études qui ont pu être menées auprès de populations, en particulier des élus de l'ancienne région Picardie, pour savoir s'ils connaissaient, comprenaient. Après, il y a des tests qui peuvent être faits avec bon, je veux dire, les gens qui ont acheté les 120 000 albums. Là, bon, il y a peut-être 35 masochistes, mais bon, je veux dire, les gens, ils mettent pas 15 € sur la table. On a vu des gens en acheter 5, 10, 12. Je déconne pas. Franchement, on a fait des dédicaces d'Astérix qui dépassaient l'entendement. Hein. Amélie Nothomb, elle a des fois pas eu plus de succès que nous. Mais et vous avez pas mis un chapeau pour les dédicaces? Non. On a fait ça avec générosité. Non, mais on ne se déguise pas, on est comme on est là. Éventuellement, on se cache derrière un masque, mais ça ne va pas plus loin. Mais les gens, c'est difficile, hein. Il y a des collectionneurs, il y a des gens qui l'ont acheté probablement pour tout leur Tintin dans toutes les langues du monde. Il y a des gens qui l'ont acheté parce que, je sais pas, il y en a à qui on l'a offert, ils l'ont demandé à personne, puis ils se sont dit que enfin non, ils l'ont pas dit en picard, justement pour le coup, comment ça se fait qu'ils m'offrent ça, je vais rien y comprendre. Voilà. Puis il y en a d'autres qui vraiment, on le ressent hein, quand on fait une dédicace, et je vous assure, on n'en a pas parlé, mais la journée de dédicace, 10h du matin, à la station de la baie de Somme, la station d'essence, les cartons étaient là, le Smacopi, M. Ducroquet était dans la file d'attente, avec M. Bignon, avec des notables qui étaient là, et puis on est parti de là-bas à 18h, on a eu le temps de manger, on a eu le temps de pisser, et on a eu le temps de faire la lecture de la BD. Tout ça, ça a dû nous prendre 1h30, je suis généreux. De 10h à 18h, on a dédicacé. On est rentré à la maison des Pagnettes, tous les deux, enfin tous les quatre, avec Cathy et puis Delphine, et on avait des cartons. Le mien d'album, c'est ce style-là, ou c'est l'autre? Non, c'est l'autre. Un album. Enfin bon, c'est ce style-là. Ouais. Là, il y a un petit papier. Et un petit papier, là-dessus, c'est marqué Jean-Luc Vigneux. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Sabrina Dumont. On avait épais comme ça de bandes dessinées avec des petits papiers à dédicacer à Monsieur Bidule, à Madame Truc, à machin qui habite là-bas pour mon oncle, pour ma cousine, pour mon petit-fils. On avait une pile comme ça. On s'est mis à table, tous les deux. Pendant ce temps-là, les dames font la cuisine. Bon, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Non, mais bon, je veux dire, bon, à ce niveau, familialement, je veux dire, ça n'a jamais posé le moindre souci, c'est ça qui est super. Et on a continué à dédicacer jusqu'à 11h du soir. On a fait 10h, 11h du soir, on a fait 12 heures de signature. Le samedi, le lundi, je ne pouvais plus écrire au boulot. Je ne pouvais plus écrire. Je ne sais pas si tu te souviens, Jacques, mais on était mort. Et alors, on fait ça avec du plaisir. Par contre, il y a des gens qui l'ont acheté pour le mettre en vente. Alors, longtemps après sur eBay, parce qu'eBay n'existait pas à ce moment-là, mais on en a vu des dédicacés en blanc. Il y en a, non, bah mettez juste vos signatures et puis la date, je ne veux pas vous retarder, il y a une longue file d'attente. Alors, nous, naïvement, et puis, oui, il faut plaisir à Stop, on y met, et puis ça va avec. Puis après, on le retrouve en vente à 45, 65, 85 € sur eBay. Dédicacé vierge, et puis après, on peut marquer à papa que j'aime beaucoup, quoi. Bon, donc,
Bon, ben c'est pas grave, je ne sais pas s'il arrive à le vendre à 80 €, c'est un bazar. Mais nous, c'est pas ça qu'on a fait. Et donc, le contact avec les lecteurs, on a eu ce contact-là ce jour-là, et monsieur Ducroquet, il est d'où? Ah oui, mais c'est comme ça. Puis on se marre bien, et puis on a fait des choses où on a rencontré tous les gens, je ne pourrais pas vous dire leur nom, bien entendu, mais à qui on l'a dédicacé, c'était impressionnant. Quand on était au salon de la Ville 2, le salon du livre, un très beau salon du livre à la Ville 2, là dans le château 2, avec les Barnum dehors et tout ça, on était assis là tous les deux, et puis on avait nos albums, et on avait Astérix aussi, parce que le libraire avait prévu les deux. Et puis là-bas, là-bas à gauche, il y avait 2 joueurs de boules en blouse blanche qui essayaient de vendre leur livre, ils n'avaient aucune dédicace. Et j'ai qui me dit, à baiser là-bas, ils n'arrêtent pas de leur déblayer, puis ça n'a pas l'air de leur plaire, qu'au fond, ils groulent. Alors, au bout d'un moment, nous, on dédicaçait, hein. On a dédicacé à côté de Compiègne, je ne sais plus quoi, chez toi, non, de Chepouilly, là-bas, il y avait Mélie Grégoire, la pauvre femme, elle a dû dédicacer 3 livres, nous, on n'a pas arrêté notre journée. C'est triste, hein. Alain Dosson, avec Astérix, il a dédicacé à côté de Pierre Bonte, une journée entière au sud de Lille. Pierre Bonte, il vient et il fait, en français, ça marche pour toi. C'est réel. Et donc, chez Degas, à un moment donné, j'étais parti, puis Jacques, il est fait tout seul. Comment se fait-il, monsieur, que vous dédicassiez les albums de monsieur Uderzo? Et Jacques qui répond, sur le ton des joueurs de pétanque, il répond, parce que nous sommes ses traducteurs, monsieur. Bon, il y a un moment, il y a une jalousie qui peut apparaître. Voilà, j'ai des gens, j'ai envie que les gens lisent, hein, j'ai pas envie que les gens mettent des livres au pilon, j'ai pas envie que, voilà, si les livres sont bons, c'est triste que le lecteur ne soit pas là. Mais en même temps, nous, notre plaisir, je vais vous donner après un chiffre comme ça, puis je noterai. Mais notre plaisir, c'est ça, c'est cet objet-là, c'est de vous le transmettre si vous en voulez, pas de vous l'imposer. Mais vous savez, il y a des gens qui nous ont dit, et à Jacques en particulier, une fois, avec tout ce que tu as vendu comme livre, t'es riche acheteur, tu peux changer d'auto. Vous savez combien on a touché? J'ai retrouvé ce contrat. Vous savez combien on a touché pour faire ça? On a touché 1 500 € brut à 2, 550 chacun, pour 1 an de travail, tous les soirs. Un mois et 2 complet, assis derrière un écran d'ordinateur. C'est du défraiement, objectivement, c'est du défraiement. Voilà, on a gagné 750 € dans notre vie. C'est pas que ça qu'on a mis du sel dans la soupe pendant un certain temps, mais bon, c'est tout. Et rien d'autre, et depuis rien d'autre, parce qu'on a un contrat de cession des droits qui fait que Casterman, il peut l'éditer à 700 000 exemplaires demain, le vendre à Spielberg en Picard, et on ne touchera pas un demi-centime d'euro. Hein. Donc c'est mort, voilà. C'est tout, c'est du plaisir. Et oui, ça nous a permis, Jacques, chez Tâche Montmalou, tu as dû avoir ton accès à Internet sur Yahoo pour qu'on puisse échanger des mails. Enfin, voilà, chez Sou, ils sont vite écossais. Donc c'est ce plaisir-là qu'on veut avoir. Si on peut le transmettre à travers une lecture à l'écrit, voire à l'oral dans certaines situations, on le fait. C'est ça. Après, quant à savoir combien il y a de locuteurs de Picard, mais l'agence acheteur, elle va être riche, ils vont avoir plein de sous, ils vont pouvoir faire un an de chèque. Mais ça, non, il faudrait des stats, mais c'est pas facile. Je parle Picard, je parle pas, je l'écris, je comprends, on le parle, quand on parle, je comprends, quand on parle, je comprends pas, je comprends un peu, je comprends un mot, mais je comprends Abbeville, mais je comprends plus à Fréville-Escarbotin, Lille c'est du Picard, je veux dire, toutes les questions sont aussi difformes que peuvent l'être les couleurs d'un habit d'arlequin, quoi, c'est difficile à appréhender. Peut-être mentionner que sur la fiche qu'on distribue dans les lycées, que vous pouvez prendre, hein, bien sûr, donc c'est une fiche d'information très générale sur ce qu'est le Picard, et derrière on a mis un texte pour illustrer, un texte en Picard, avec la traduction, et c'est librement inspiré de Tintin. C'est un texte de Jean-Louis Tétart. C'est un texte de Jean-Louis Tétart, qui s'appelle Objectif Lun. Voilà. Donc c'est un texte très librement inspiré. Hein. C'est un texte de Jean-Louis Tétart et de Saint-Quentin dans l'Aisne. Il avait obtenu le prix de littérature il y a déjà une dizaine d'années.
Et il m'avait proposé de publier le texte dans Schlancheron, et donc c'est moi qui ai fait le montage de ça, avec le phare du Hourdel et puis la fusée de Tintin. Je devais être un peu dans le trip Tintin quand même à l'époque. Et puis voilà, vous l'avez repris, c'est bien quoi. Mais bon, voilà, c'est... Bon, c'est qu'un extrait, hein, mais ça montre quand même l'esprit... Oui, on est dans un esprit futuriste, peut-être un peu plus près d'ailleurs de Jules Verne que de Tintin. Mais ça, quand même l'analogie avec Tintin est assez remarquable. Bon, tout ça c'est du plaisir. C'est, voilà, après il ne faut pas que ça soit de la contrainte. Quoi, une question? Non, il n'y a plus de questions. Bon, bah, vous savez comment on dit au revoir en piquet? Adé, puis merci Adé. Adé tout le monde.